Bonjour à tous, bonsoir. Vous aussi, vous avez été invité au bal masqué. Voilà, ça nous donne au moins un point commun pour commencer, ce qui est finalement pas si mal. Nous voilà tous sur un pied d'égalité. Je vais mettre un petit... le temps. Je remercie évidemment la librairie de l'Odyssée de m'accueillir, de nous accueillir ici pour discuter de l'absurde, ce qui semble pas être si absurde en ce moment, de débuter cette saison 2020-2021 par cette notion. Petite parenthèse, mon exposé ne va pas consister à essayer de voir comment aujourd'hui le monde dans lequel on vit est absurde. Je pense qu'il suffit de faire quelque chose d'assez général pour que chacun puisse faire les liens nécessaires ou pas. Alors la règle du jeu de ces rencontres, c'est une notion, un auteur. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien malgré le masque? Très bien. Donc cette règle du jeu ce soir, c'est une notion, un auteur. Donc la notion, c'est l'absurde et l'auteur, c'est Albert Camus. Déjà pour commencer, je ne vais pas pouvoir ce soir balayer de manière exhaustive évidemment la notion d'absurde chez Camus, mais encore moins la notion d'absurde de manière générale, globale, exhaustive dans l'histoire de la philosophie. Et je vais me permettre d'avoir une vision légèrement subjective, ou en tout cas de vous faire partager une vision qui serait la mienne de l'absurde chez Camus, même si, de manière générale, et on va vite s'en rendre compte, la subjectivité, lorsqu'on aborde la question de l'absurde, n'est pas à mettre de côté, comme si on cherchait à éradiquer toutes les approximations pour arriver à une vérité. Il n'y a pas de vérité sur l'absurde, comme on va le voir, tout simplement parce que l'absurde n'est pas un concept, l'absurde n'est pas un fait, l'absurde est un sentiment. Donc, c'est pas si grave que ça de se permettre d'utiliser le jeu, et d'utiliser une certaine forme de subjectivité pour aborder ce sujet. Autre petit avertissement de ma part envers vous, qui est que je ne vais pas, alors toujours pareil, un concept, un philosophe, je ne vais pas me cantonner uniquement à Camus. Alors évidemment, on va beaucoup parler de Camus, on va beaucoup parler du mythe de Sisyphe, on va essayer de voyager au sein du mythe de Sisyphe pour essayer de comprendre un peu le cheminement qu'opère Camus pour comprendre le concept de l'absurde. Mais j'aime bien faire parler des philosophes entre eux qui, naturellement, ne parlent pas ensemble. Alors voilà, j'aime bien faire parler Bergson avec Camus, j'aime bien faire parler Emerson avec Camus, j'aime bien faire parler Bergson et Emerson, mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve, moi, être la magie de la philosophie, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est des cases de l'histoire de la philosophie pour essayer de faire une philosophie vivante et d'en faire une pensée. Et donc voilà, on s'autorise ce soir à faire des ponts, à faire parler les morts, à faire sens là où peut-être des philosophes n'ont jamais discuté ensemble. Faisons-le, voilà. Je préfère le dire dès le début. Alors, l'absurde et Camus, avec ce sous-titre qui est « Plus que le sens, l'absurde n'est-il pas ce qui unit intimement l'homme au monde ?» Tout simplement, ce sous-titre, il nous permet d'emblée de voir que la notion d'absurde, elle ne peut pas être séparée de celle de sens. Et on va vite s'en rendre compte. Il ne peut y avoir d'absurde qu'à partir du moment où il y a une recherche de sens. Et l'absurde, en fait, pour commencer doucement, c'est le constat de l'absence de sens. Et donc, voilà pourquoi ce sous-titre fait sens pour nous aujourd'hui. Aussi, l'autre vraie question qu'on va se poser ensemble, et qui est plus, incarnée, ancrée en chacun de nous, c'est comment vivre malgré le constat de l'absurdité de nos vies, du non-sens du monde qui nous entoure. Comment faire pour que, si on fait le constat de l'absurde et qu'il n'y a pas de sens, pourquoi vivre plutôt que mourir? Pourquoi continuer à se lever le matin si ça n'a pas de sens? Pourquoi continuer à vivre, lutter, croire en des choses si le monde n'a pas de sens? Voilà un peu la thématique et ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, pour respecter quand même le cadre, un concept, un auteur, Albert Camus. C'est l'année, l'anniversaire de sa mort,
C'est toujours quelque chose d'assez rigolo, l'anniversaire de mort. Albert Camus donc, est né le 7 novembre 1913 donc, en Algérie et il est mort le 4 janvier 1960. Il y a donc 60 ans. C'est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste, nouvelliste. C'est un homme qui crée, c'est un homme qui pense. Il est connu notamment, je vais aller très rapidement, on n'est pas là pour faire une biographie exhaustive. Camus, bien sûr, est connu pour son engagement politique, son engagement au sein de combats. Mais au-delà de ça, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est aussi un engagement qui est bien sûr, qui s'incarne dans un engagement politique, mais qui est avant tout un engagement humain. Quoique n'importe quel sujet, qu'il soit traité par Camus, et dans n'importe quelle forme, que ce soit le roman, la philosophie ou la politique, est toujours un engagement humain, un engagement à la hauteur et à l'échelle humaine. Et c'est ça qui va nous intéresser dans ce questionnement de l'absurde. Comment un philosophe qui parle de l'absurde est en même temps un homme extrêmement engagé politiquement. Comment est-ce que cet absurde amène à une révolte et au désir de pouvoir parler de choses et une nécessité de changement, alors que la base même de sa réflexion est un sentiment d'absurde. C'est cette tension et ce paradoxe qui nous intéresse. Alors, on peut distinguer deux grands cycles dans la production et dans l'écriture de Camus. Un premier cycle qui serait le cycle de l'absurde, donc celui qui nous intéresse peut-être plus ce soir, et un deuxième cycle qu'on appelle le cycle de la révolte. Alors, très rapidement, dans le cycle de l'absurde, on trouve roman, théâtre et aussi des essais philosophiques. Le roman qu'on classe dans le cycle de l'absurde, c'est L'étranger. La pièce de théâtre, c'est Caligula. On peut rajouter le malentendu, surtout Caligula. Et l'essai, c'est celui qui va nous intéresser ce soir, c'est le mythe de Sisyphe. Dans toutes ces œuvres-là que je viens d'évoquer, la question de la mort est abordée différemment. Donc, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on va le faire un peu plus tard. Mais voilà, donc il y a d'abord le cycle de l'absurde suivi du cycle de la révolte, dans lequel aussi on retrouve des romans, des pièces de théâtre et des essais philosophiques qui traitent de la révolte. Le roman, c'est La Peste. Le théâtre, on a l'état de siège, on a surtout les justes. Et évidemment, l'essai, c'est L'homme révolté. Ce qui est intéressant de comprendre rapidement, même avant qu'on rentre dans le détail, c'est que l'absurde et la révolte sont intimement liés. C'est du constat de l'absurde qu'émerge la nécessité de la révolte, et inversement, il ne peut pas y avoir de révolte si, dans une vision camusienne, s'il n'y a pas à la base le constat, l'irruption du sentiment de l'absurde. Et nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir comment est-ce que ces choses-là s'articulent. Donc aujourd'hui, c'est aux racines de la révolte, dans l'irruption de l'absurde, que nous allons nous arrêter. Pourquoi la révolte? Ce n'est pas simplement juste se dire, bon, bah, à quoi bon? Pourquoi chez Camus, la révolte, c'est pas juste baisser les bras ou créer une anarchie pas possible? Comment est-ce qu'on peut créer la structure nécessaire à lutter si la base est un constat de l'absurde? Voilà notre enjeu. Donc, aussi, ce qui nous intéresse ce soir, c'est pourquoi, malgré le constat de l'absurde, il n'est pas question d'abandonner l'effort de vivre, et même pourquoi il est encore plus important, sinon du moins légitime, de vivre et de vivre bien. Libérer des illusions de la croyance, c'est un autre point qu'on va aborder, parce que faire le constat de l'absurde, ce n'est pas renoncer, bien au contraire. Voilà ce qu'on va essayer d'aborder ce soir. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que l'absurde ? L'absurde, Camus le dit, alors je vais prendre ma Bible du soir, enfin de ce soir, vous pouvez changer de Bible. Camus dit directement, clairement, le sentiment de l'absurdité, au détour de n'importe quelle rue, peut frapper à la face de n'importe quel homme. Tel quel, dans sa nudité désolante, dans sa lumière sans rayonnement, il est insaisissable. L'absurde, avant tout, c'est un ressenti. C'est un ressenti, un sentiment qui tombe sur n'importe qui, au coin de n'importe quelle rue. Vous ne pouvez pas savoir, ça aurait pu être un coup de foudre, c'est un coup d'absurde. C'est-à-dire que l'absurde ne choisit pas sa proie, personne n'est prédéterminé, l'absurde ne touche pas plus l'intellectuel que le manuel. L'absurde tombe sur quelqu'un.
C'est aussi pour ça, je reviens au petit préliminaire que je vous ai dit, c'est que parler de l'absurde, ça fait appel à un jeu entre l'intime et l'universel. Comme l'absurde, avant tout, ce n'est pas un concept, mais ça fait irruption sous forme d'un sentiment, il est difficile de ne pas employer la première personne pour témoigner d'une rencontre avec l'absurde, en tout cas d'un sentiment d'absurde. Et pourtant, le je de celui qui va dire « je ressens l'absurde », ce je trouve un ancrage universel dans tous les cœurs humains. C'est-à-dire que parler de l'absurde comme on le fait ce soir, malgré, j'allais dire, le dispositif, mais surtout malgré le fait qu'on soit en train de parler d'un philosophe, parler de l'absurde, c'est avant tout mettre en commun une expérience intime particulière et se rendre compte qu'elle fait écho à un intime particulier de personnes qui, là, en l'occurrence, se trouvent en face de moi. Mais discuter de l'absurde, se questionner sur l'absurde, c'est avant tout faire un effort de symphonie, en tout cas, de mettre en écho des expériences vécues à la première personne, bien plus que de se mettre d'accord de manière intellectuelle sur une définition d'un concept, vu que le sentiment de l'absurde tombe sur n'importe qui à n'importe quel moment. Donc c'est un sentiment. Et pour Camus, ce sentiment de l'absurde naît de la prise de conscience de la mort. C'est pour lui la première expérience, l'expérience la plus claire qui nous fait ressentir l'absurdité de notre existence. Mais comme Camus dit, n'est expérimenté que ce qui est vécu et dont on a pris conscience. Il y a le souci avec la question de la mort que on expérimente la mort des autres, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a expérimenté sa propre mort. C'est pour ça qu'on va vite y revenir. L'exemple suprême pour Camus, et le mythe de Sisyphe commence sur cet exemple-là, c'est la question du suicide, lorsque quelqu'un décide de mettre fin à sa propre vie. Tout le questionnement autour de l'absurde va prendre cet exemple-là du suicide. Mais avant de développer sur cette idée particulière du suicide, il y a une autre façon de ressentir, enfin un autre moment, une autre situation dans laquelle on ressent fortement l'absurde, c'est le rapport à la nature. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Camus décrit ce que Sartre aussi fera un peu dans La nausée, mais c'est ce sentiment d'étrangeté face à la nature, ce sentiment d'étrangeté face à une pierre, un caillou, un paysage. Je reviendrai dessus. Mais il peut y avoir ce sentiment d'étrangeté aussi en confrontation avec la nature. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'absurde est avant tout un ressenti, un sentiment, bien avant d'être un concept. Maintenant, ce sentiment va se transformer en idée, en tout cas, il va se transformer en une prise de conscience. Pour Camus, ce sentiment de l'absurde, c'est la prise de conscience du non-sens et de la perte des illusions. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'avais annoncé. L'exemple pour Camus, qui est emblématique, en tout cas qui démarre son questionnement sur l'absurde, c'est la question du suicide. Et il dit, et je vous lis le premier paragraphe du mythe de Sisyphe, « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. On voit bien dans ce premier paragraphe toute la démarche qu'il y a chez Camus, c'est-à-dire partir d'un ressenti extrêmement fort de ce qui nous touche, dans la vie, et d'essayer de comprendre de manière extrêmement logique qu'est-ce qui nous touche dans cet acte. Là, Camus se rend compte que la philosophie ne traite pas ou n'a pas traité, de manière générale en tout cas, la question du suicide, et il va partir de ce ressenti pour ensuite amener ce ressenti et ce sentiment à une réflexion philosophique qu'il voudra extrêmement logique. Alors, si je dis que l'absurde, depuis le début, c'est un sentiment, mais c'est la prise de conscience de quelque chose, c'est la prise de conscience que la vie ou les choses peuvent ne pas valoir la peine. Camus se demande comment, lorsqu'on se suicide, qu'est-ce qui se passe pour qu'on décide que la vie ne vaille pas la peine d'être vécue.
Camus va le dire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne saura jamais pourquoi quelqu'un se suicide. Il n'est pas en train de faire un exposé psychologique ou psychiatrique pour donner une réponse, voilà pourquoi les gens se suicident. Il va juste dire que se suicider, c'est avouer. Il va dire, mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Et il dit, se tuer, dans un sens, et comme au mélodrame, c'est avouer. C'est avouer qu'on est dépassé par la vie et qu'on ne la comprend pas. Sans être obligé de rentrer dans les détails psychologiques, affectifs, intimes, personnels du suicidé, pour Camus, le fait de passer à l'acte est d'une manière ou d'une autre, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à celui, d'ailleurs il va le dire, et il faudrait savoir qui a appelé la personne juste avant, que voilà, mais ça reste du domaine du privé. Se suicider, c'est avouer que la vie, à un certain moment, peut-être qu'un dixième de seconde, à un certain moment, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et c'est toute cette enquête qui va amener Camus à réfléchir sur la notion d'absurde. Donc, si se suicider, c'est avouer quoi? C'est avouer, on vient de le dire, que ça ne vaut pas la peine, que la vie ne vaut pas la peine. Mais concrètement, c'est avouer que ce qui ne vaut pas la peine, c'est continuer à vivre quand on a soulevé le voile des apparences. J'avance encore un tout petit peu plus. L'absurde, c'est un ressenti, un sentiment, c'est une prise de conscience que la vie ne vaut pas la peine, mais c'est aussi la prise de conscience de la supercherie du sens avec lequel nous avons vécu jusque-là. Que l'on colle le sens sur n'importe quoi. Un rapport affectif, une croyance dans un sens de la vie, une croyance dans la religion, en tout cas, de quelque nature que soit le sens que vous aviez donné à la vie, l'irruption du sentiment de l'absurde lève le voile sur cette apparence de sens. Et finalement, la prise de conscience de l'absurde, c'est la prise de conscience de la construction et de l'arbitraire du sens dans lequel nous avons vécu jusque-là. Camus va donner une définition très simple, mais très claire de l'absurde. Il va dire « Ce divorce entre l'homme de sa vie, l'acteur de son décor », on reconnaît le dramaturge qui parle, donc ce divorce entre l'homme de sa vie, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. C'est vraiment l'irruption du sentiment de l'absurde, c'est le sentiment brut, absolument, comment dire, avec une certitude extrême que j'utilise un je universel, je suis étranger au monde qui jusque-là m'était familier. Ce qui était familier me devient étranger. C'est pas anodin ce mot étranger quand vous vous souvenez, un des livres évidemment de Camus est l'étranger, il fait partie de ce cycle de l'absurde. C'est pour ça que je vais vous lire le paragraphe où il exprime ce sentiment d'étrangeté face au paysage, lorsqu'on prend conscience de l'absurde. Camus décrit « Un degré plus bas, et voici l'étrangeté ». On retrouve le terme. S'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Au fond de toute beauté, gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne les comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais, les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe, puisqu'il redevient lui-même. Il y a, avec le sentiment d'absurde, l'irruption du sentiment de l'absurde, une sorte d'évidence que le monde et moi, on ne se comprend plus. Là où je pensais être à l'aise et avoir compris et vivre dans un sens auquel j'ai donné du sens aux choses qui m'entourent, d'un seul coup, le sentiment de l'absurde arrive et tout devient étranger. Les choses les plus familières deviennent étrangères, ce qui crée quand même, en général, un petit malaise. Nous croyions dans le passé, avant, en un monde que l'on pensait solide, sensé, nous offrant une assiette ferme sur laquelle construire un sens à notre vie. Mais cette stabilité, avec l'irruption du sentiment de l'absurde, se révèle molle, vaseuse, fausse, creuse, voire illusoire. Et finalement, nous allons
Ça, c'est le constat au niveau, j'allais dire, affectif, du ressenti. Mais l'irruption du sentiment de l'absurde va plus loin parce que ce sentiment va déclencher une réelle remise en cause de nos représentations, même conceptuelles, que nous avons du monde. C'est-à-dire que là où nous avions mis une certaine croyance dans des mots, des valeurs, des choses qui étaient nos repères, tous nos repères conceptuels vont s'effriter et s'effondrer. Et c'est là où je vais convoquer Bergson, qui explique, je trouve, qui est pour moi un des philosophes qui explique le mieux cette idée de prise de conscience de la construction d'un sens. Et pour moi, le sentiment de l'absurde, quand il arrive, quand il fait irruption, c'est la prise de conscience du côté extrêmement arbitraire des concepts dans lesquels on vit pourtant tous les jours. Et Bergson, dans une conférence qui s'appelle « Le possible et le réel », qu'on peut retrouver dans la pensée et le mouvant, c'est une conférence qu'il a donnée au début du XXe siècle, explique très bien que certains concepts, comme il va prendre l'exemple du rien et l'exemple du désordre, comment certains concepts finalement sont, et je reprends le terme un peu provocateur, des supercheries. Bergson utilise le terme de faux problème ou de problème mal posé, mais ce soir allons-y gaiement. Bergson, je fais dire à Bergson qu'il dit que le concept de rien c'est une supercherie, en tout cas le concept, et aussi le concept de désordre. L'exemple est très simple. Comme nous sommes des êtres pratiques, des homo faber, dira Bergson, et que nous sommes intelligents, voire très intelligents, peut-être trop intelligents, ça c'est un autre débat, nous construisons des raccourcis, on veut aller plus vite. Et aussi, j'utilise le mot « rien », non pas pour dire qu'il n'y a rien, mais pour aller plus vite, pour dire que ce qu'il y a n'est pas ce que je cherchais. Si vous me dites, va dans la réserve, Julie, et dis-moi s'il y a une cafetière, j'y vais, puis je vous dirai, bah non, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de cafetière. Mais je vois des tasses, donc peut-être qu'il y a une cafetière. Bergson dit que finalement, on opère une suppression, là où en fait il y a une substitution. C'est-à-dire que je supprime l'existence de quelque chose au lieu de dire... au lieu de juste dire qu'il y a une substitution. Si on me dit va chercher ça et qu'il n'y a pas, et que je dis non mais en fait il y avait ça, mais je n'ai pas trouvé ce qu'on cherchait, on voit bien que ce serait extrêmement long. Donc par usage et par facilité, et tant mieux d'ailleurs, on utilise ces mots-là, rien. Pour l'exemple du désordre, c'est exactement la même chose. Si... j'espère que vous n'avez pas d'enfants comme ça. Si vous dites à votre enfant c'est le désordre dans ta chambre, vous n'êtes pas en train de dire... Votre enfant pourrait vous répondre, s'il était bergsonien, non maman, non papa, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas l'ordre que tu attendais. Tu opères une suppression, là il n'y a qu'une substitution. Tu me dirais, il n'y a pas l'ordre que tu attends, remets l'ordre que moi j'attends, je comprendrais. J'espère que vous n'avez pas d'enfant comme ça. Mais en tout cas, avec Bergson, on arrive à comprendre la manière avec laquelle, de manière pratique, dans un but d'efficacité pragmatique et quotidienne, on utilise des concepts qui nous semblent pratiques, et même rien, on sait ce que c'est, il y a tout, puis quand il n'y a rien, c'est quand même très simple. Et pourtant, ce que dit Bergson, et je vais essayer de raccrocher progressivement vers l'absurde, c'est que autant cette efficacité est remarquable dans le domaine pratique, autant si ces concepts-là, nous les basculons dans le domaine métaphysique, c'est-à-dire dans des questions existentielles, alors, d'une, on fait une erreur, parce que rien n'existe pas, dans l'exemple qu'on est en train de dire, mais surtout, ça devient très dangereux. Et on peut aussi créer des angoisses. Par exemple, si on parle de la question du rien, on arrive à la question du néant, on arrive à la question de la mort, et d'un seul coup, comme l'homme n'aime pas comprendre, et on va vite voir que c'est une des caractéristiques humaines, ce désir de compréhension, il va avoir besoin de créer des choses pour compenser ce que les concepts qu'il a lui-même créés, mais qu'il a oubliés, créent, c'est-à-dire des angoisses. Créer la question du néant à partir du concept de rien, créer la nécessité de combler ce rien avec d'autres choses. Dieu, une vie, ce que vous voulez. Donc, Bergson montre bien comment
la création de concepts je vais dire, à visée pratique peut nous mener à des faux problèmes dans un domaine métaphysique. Ça, c'est Bergson. Mais si on en revient à cette question de sens chez Camus, on voit bien que l'idée du non-sens, si l'absurde c'est un non-sens et que tous nos repères conceptuels s'effritent, finalement, le non-sens, c'est en réalité du sens construit. L'irruption de l'absurde, ça ne nous fait pas dire « Ah non, la vie n'a pas de sens ». Je pense, là c'est un jeu vraiment subjectif et c'est le mien, je pense que l'irruption de l'absurde, c'est pas tant le non-sens, c'est la prise de conscience de la construction du sens. Et du coup, l'homme se demande sur quel fondement est basée la vie qu'il a menée jusque-là. Ce serait facile de dire, bah non, il n'y a pas de sens, etc. Non, je pense que c'est une vraie remise en question. Je croyais que c'était comme ça, et non, c'est pas ça. Je pense que derrière le sentiment de l'absurde, et ça, c'est pas Camus qui le dit, je pense qu'il y a un très grand sentiment de trahison. Et que c'est cette blessure-là, c'est que d'un seul coup, réaliser que le sens n'est pas celui qu'on croyait, et pour l'instant, on sait juste que finalement, tout ce que je croyais n'est pas ce que je croyais que c'était. C'est une longue phrase, mais je vois que vous êtes avec moi. Eh bien, c'est un sentiment de trahison. Un sentiment de trahison de ce qu'on croyait être, comme dans une relation amoureuse. Je croyais que tu m'aimais et qu'on s'aimait réciproquement. Bah non. Et finalement, on va vite le voir, le sentiment de l'absurde, c'est un sentiment de trahison entre l'homme et le monde. Et vous allez comprendre au fur et à mesure, je ferai un écho à ça, c'est que le monde ne nous répond pas. Je dis au monde, je veux te comprendre, je veux savoir comment ça... Et le monde ne dit rien. C'est ce sentiment d'étrangeté par rapport à la nature. Donc voilà, je me permets de glisser cette idée de trahison dans l'irruption du sentiment de l'absurde. Donc le non-sens, l'absurde, est en réalité la prise de conscience que le sens est construit. L'absurdité résulte dans le fait d'avoir oublié simplement que l'on avait construit ce sens. Aussi, le non-sens, ce n'est pas l'absence de sens, ce n'est pas le rien du sens, parce que maintenant on le sait, le rien ça ne veut rien dire, mais bien plutôt la prise de conscience de l'arbitraire du sens et que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Et je pense que là, et je vais convoquer un autre philosophe dont je n'ai pas le livre, mais Nietzsche, dans le 3e livre du philosophe, utilise une image qui ressemble très bien à cet homme qu'on est en train de décrire, qui a oublié qu'il avait construit lui-même son sens. Il dit que l'homme est un peu comme celui qui aurait caché quelque chose derrière un buisson, aurait fait sa promenade, serait revenu derrière le buisson, aurait oublié qu'il avait caché cette chose, on va rester sur chose derrière le buisson, et va avoir l'impression de découvrir quelque chose. Pour Nietzsche, c'est une critique de la métaphysique, c'est-à-dire en fait, on découvre quelque chose alors qu'on a oublié qu'on l'avait nous-mêmes créé. Ici, voilà, on pourrait dire que l'irruption de l'absurde, du sentiment de l'absurde, c'est aussi la prise de conscience du caractère construit et arbitraire du sens. Mais alors, une fois que ça arrive, parce que voilà, c'est bien, on a compris que c'était un sentiment, on a compris de quelle nature était ce sentiment et ce qu'il révélait, mais comment ne pas renoncer ? Comment ne pas se dire à quoi bon et abandonner, baisser les bras, se suicider ou autre, se suicider de manière symbolique même, pas forcément passer à l'acte de manière concrète. Pour Camus, pour ne pas renoncer, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas chercher à combler ce sentiment de malaise, d'irruption de l'absurde. Il faut faire l'épreuve de cet ébranlement de notre rationalité. Pour Camus, l'homme, et pas que pour Camus, mais l'homme est rationnel. L'homme possède en lui-même un désir de rationalité. L'homme veut comprendre. Et c'est intrinsèque à sa nature. Et du coup, Camus va décrire le rapport du sentiment de l'absurde dans le rapport de l'homme avec le monde, et il va écrire « L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. » On va encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'absurde, ce n'est pas que le non-sens et la prise de conscience que le sens est construit. L'absurde, c'est un rapport. C'est pas l'homme qui est absurde, c'est pas le monde qui est absurde. L'absurde, c'est le fait, c'est pour ça que je parlais de trahison, le fait que moi, en tant qu'homme, je veux rationnellement, c'est plus fort, j'ai un désir, j'ai un élan
de compréhension rationnelle du monde. Je veux comprendre, et face à ce désir, le monde reste silencieux. Et c'est pour ça que Camus parle de silence déraisonnable, c'est-à-dire qui n'a pas de raison. Et le sentiment de l'absurde, c'est ça. Si vous pouvez imaginer, vous pouvez hurler que vous voulez comprendre, et vous aurez un paysage magnifique qui ne vous dira rien. Et Camus, donc, c'est quelque chose d'extrêmement important dans sa philosophie, c'est-à-dire que, bien sûr, et on parlait tout à l'heure d'engagement humain, mais c'est un point aussi très important, c'est que ça a beau être une philosophie de l'humain, et on va voir à quel point, c'est une philosophie qui ne nie pas l'aspect extrêmement rationnel et le désir extrêmement rationnel de l'homme, bien au contraire. Et toute sa philosophie va être basée sur une exigence à suivre la rationalité de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est, faisons une courte parenthèse sur qu'est-ce que c'est que comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'homme veut comprendre le monde qui l'entoure? Pour Camus, je le cite, il dit « Comprendre, c'est avant tout unifier. Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain, le marquer de son sceau. L'homme veut comprendre de manière rationnelle. De là à rationaliser le monde, c'est pas ce que dit Camus, mais on voit bien vers où cela peut mener. Aussi, peut-être que ce n'est pas étonnant dès lors que le monde, comme on l'a vu, puisse alors paraître épais, comme dit Camus, ou nous créer un sentiment d'étrangeté lorsque l'homme marque le paysage de son sceau. Finalement, il inverse ce qu'un autre philosophe, Emerson, il inverse le rapport que Emerson met entre la nature et l'esprit. Je le dis très rapidement et ça prendra un sens plus clair certainement avec la fin de notre discussion. Mais pour Emerson, il le dit dans L'intellectuel américain, qui est une conférence qui a été donnée au début du 19e siècle à Harvard. Et Emerson dit que l'homme et la nature sont dans un rapport de symétrie. Et il dit, la nature est le symétrique de l'âme, et elle lui répond point par point. L'une, donc la nature, est le sceau, et l'autre est l'impression de ce sceau. La beauté de la nature est aussi la beauté de l'esprit. Donc on voit bien que chez Emerson, c'est la nature qui est le sceau, et l'esprit de l'homme qui est l'empreinte de ce sceau, ce qui est l'inverse de ce que disait Camus. Camus lui dit dans le sens, on ne dit pas que c'est ce qu'il veut faire ou ce qu'il prône, mais en tout cas il dit que la manière avec laquelle l'homme veut comprendre le monde, ce qui le mène à l'absurde, c'est parce que comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain, le marquer de son sceau. C'est pour ça, ici je suis en train juste d'essayer de commencer à faire une ouverture dans ce qu'on est en train de dire pour Camus. Le fait de vouloir comprendre le monde avec rationalité est certainement aussi ce qui nous confronte à l'absurde. Il existe, et Camus va être le premier à le montrer, peut-être un autre biais par lequel nous pouvons avoir une autre compréhension du monde qui irait au-delà de l'absurdité et du sentiment de l'absurde. Mais je vais pas plus loin pour l'instant. Cet autre biais, juste pour faire la transition, cet autre biais évidemment mettrait de côté la rationalité, mettrait de côté notre intelligence qui à la fois nous permet de comprendre de manière efficace comme on l'a vu avec Bergson, mais en même temps nous mène à des impasses, à des apories et à des angoisses. Et cette intelligence, Camus le dit, elle aussi me dit, c'est Camus qui parle, elle aussi me dit donc à sa manière que le monde est absurde. L'intelligence, elle le dit par son incapacité finalement à rendre compte du tout du monde qui nous entoure. Et Camus ira même jusqu'à dire « Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable. Et c'est tout ce que l'on peut en dire. » Ça fait exactement à quoi ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que dire que le monde est absurde, dire qu'il n'y a pas de sens, etc., c'est un peu rapide. La seule chose que l'on peut dire, en se limitant à nos propres capacités humaines, c'est que quand j'essaie de comprendre le monde armé de mon intelligence, je me trouve confrontée à des apories, à des aberrations, à des absurdités. Et donc la seule chose que je peux dire, c'est que le monde n'est pas raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il se conduit mal. Ça veut juste dire qu'il ne répond pas, je n'arrive pas à le comprendre par la raison et par mon intelligence. Parce que, oui, l'absurde, donc ce n'est pas une chose, ce n'est pas le monde, ce n'est pas moi. Mais l'absurde, comme je le disais tout à l'heure, c'est un rapport. C'est donc la vraie question de l'absurde, c'est comment est-ce que je me mets en rapport avec le monde qui m'entoure et avec quel outil je vais vers le monde.
Aussi pour Camus, le chemin vers la compréhension du monde ne peut se faire que dans les déserts de la pensée. C'est-à-dire que quand on se posait la question tout à l'heure, comment faire pour ne pas baisser les bras, comment faire pour se maintenir dans l'absurdité du monde qui nous entoure, pour Camus, il ne faut pas fuir, et il faut rester dans ce qu'il appelle les déserts de la pensée. C'est-à-dire tout le monde conceptuel vient de s'effriter autour de nous, et en même temps, Camus dit, il faut rester comme ça. On ne peut pas aller chercher des échappatoires. Et il faut traverser l'aridité des déserts de la pensée. Il ne faut pas fuir devant l'irruption de l'absurde. Et si nous avons réellement en nous un désir de sens, un désir rationnel, alors il faut en assumer la méthode. Et malgré le constat de l'absurde, maintenir un raisonnement logique. Et Camus va plus loin. Il le dit, il faut seulement une pensée injuste, c'est-à-dire logique. Cela n'est pas facile, il est presque impossible d'être logique jusqu'au bout. C'est-à-dire que la méthode que va opérer Camus, dans cette enquête qui part du suicide, va suivre une rigueur exemplaire de logique conceptuelle. Et il ne va pas aller chercher des béquilles conceptuelles en dehors de ce que l'irruption de l'absurde lui laisse, c'est-à-dire rien. Mais vous savez que rien n'existe pas. Ce qui fait poser la question à Camus, à propos du suicide, y a-t-il une logique jusqu'à la mort? Est-ce que, quand on se suicide, ça suit un raisonnement logique? Et là, Camus ne va pas être très tendre, parce que Camus va affirmer de manière très claire qu'après la révélation de l'absurde, après la révélation de la construction du sens qui nous entoure, et la révélation, voilà, du non-sens, la question se pose maintenant de savoir si on peut vraiment vivre sans que la vie n'ait de sens. Ça, c'est vraiment notre question. Et Camus va dire, donc l'attitude du renoncement va amener l'homme à redonner du sens à sa relation avec le monde. À partir du moment où on constate qu'il n'y a pas de sens autour de nous, le premier réflexe va être de rechercher du sens quelque part, ailleurs. Et c'est là où je vous dis que Camus ne va pas être tendre, c'est qu'il va refuser toute échappatoire. C'est-à-dire que il ne faut pas, pour lui, aller chercher du sens ailleurs que cet état vraiment pas très agréable de constat et de conscience surtout et de lucidité de l'absurdité. C'est pourquoi il va critiquer un petit peu le fait que l'homme soit poussé à mettre en place des actions pour essayer de sauver cette supériorité rationnelle. L'homme, coûte que coûte, va essayer de faire sens, de donner du sens. Et donc, Camus ne va pas hésiter non plus à dire que l'acte de se suicider est également un acte ultime et volontaire pour donner du sens. Finalement, cette attitude radicale et extrême illustre une certaine forme de persistance d'une volonté humaine qui, prenant en compte l'acte de l'absurde, y répond dans une victoire immédiate mais éphémère. C'est-à-dire que la mort peut apparaître comme la dernière carte à abattre, la dernière munition pour éradiquer cet absurde qui contamine tout à l'horizon. Se suicider pourrait aussi être le dernier acte de symbole pour faire sens de sa vie. C'est-à-dire plus rien n'a de sens, mais au moins, hop, en me suicidant, je marque un acte volontaire, un acte qui fera sens. Pour Camus, ça ne fonctionne pas, parce que ça n'aura pas plus de sens que tous les autres actes et tous les autres événements qui nous entourent. Le suicide serait donc la dernière action d'un homme qui veut maîtriser, donc donner du sens à sa vie, quitte à ce que ce désir qui l'a toujours guidé le pousse à mettre fin à ses jours. Mais une autre attitude aussi consisterait pour l'homme qui veut sauver le sens, sauver du sens, de remettre du sens dans le monde malgré l'irruption de l'absurde. Tout d'abord, on pourrait imaginer que l'homme décide de revenir à ses anciennes habitudes et qu'il décide d'oublier plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment cette irruption de l'absurde. Comme on mettrait quelque chose sous cloche au loin, on sait que c'est quelque part, mais bon, voilà. On ferait comme si l'irruption de l'absurde n'avait pas eu lieu. Cette attitude serait donc une forme de déni, une sorte de mauvaise foi, dirait Sartre, d'oubli volontaire de cette prise de conscience de l'absurde.
L'absurde serait alors, on pourrait imaginer, trop difficile à affronter et par un mécanisme de protection psychologique, hop, on l'oublie, on le met de côté. L'homme alors retourne à une forme de croyance, désenchantée certes, mais rassurante, et retrouve sa routine quotidienne, sa vie ordinaire et ses habitudes conceptuelles. Cette attitude, finalement, annule toute l'expérience de l'absurde. Et en cela, bon, voilà, il n'est pas besoin de la décrire plus longuement. Donc Camus va mettre de côté ce qu'il appelle ses échappatoires, c'est-à-dire retourner vers une forme de croyance, et aussi va rejeter le suicide comme acte faisant sens. Parce que... Allô ? Parce que finalement, je vous en prie, hein, prenez le temps de... ou de répondre, ou de mettre sur haut-parleur, ou comme vous voulez. Je vous laisse libre. Mais pour Camus, il va y avoir la vraie question, c'est vraiment celle de comment vivre malgré l'absurde finalement. Comment continuer à se lever s'il n'y a plus de sens. Et finalement, la question du suicide ne rentre pas dans cette problématique-là. Enfin, il existe une troisième voie que Camus aussi va critiquer, qui va être... Camus va essayer de montrer assez longuement dans plusieurs pages dans lesquelles je vais pas rentrer, comment beaucoup de philosophies qui font également le constat de l'absurde finissent par tomber dans une croyance qui pose le sens en dehors de la vie, au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Et Camus dit « Or, pour m'en tenir aux philosophies existentielles, je vois que toutes sans exception me proposent l'évasion par un raisonnement singulier, parti de l'absurde sur les décombres de la raison, dans un univers fermé et limité à l'humain, ils divinisent ce qui les écrase et trouvent une raison d'espérer dans ce qui les démunit. Cet espoir forcé est chez tous d'essence religieuse. » Ces philosophies dont parle Camus et qu'il va détailler quand même de manière rapide sont celles de Heidegger, de Jasper, de Chestov et de Kierkegaard. Et la critique que va faire en fait Camus, c'est vraiment une critique générale sur l'existentialisme. Mais on ne va pas rentrer dedans forcément ce soir. Et Camus dit dans le mythe de Sisyphe, par la critique de quelques thèmes de la philosophie existentielle, une pensée absurde, c'est-à-dire délivrée de l'espoir métaphysique. C'était la fin de la phrase, mais ce que veut montrer Camus, c'est que... Enfin, il ne veut rien montrer déjà. Ce que cherche... Et ce que propose Camus, c'est d'essayer de voir si, en refusant le suicide, qui serait un acte, peut-être le dernier acte qui permet de faire du sens, pourquoi pas, mais en même temps, bon après, on n'est plus là. En refusant le suicide, en refusant de revenir en arrière et de croire à nouveau en des choses, de se re-illusionner, si on refuse ça, et si en plus on refuse... une espérance qui serait au-delà de la vie, et ce que Camus critique de ces philosophies existentielles qui finalement disent oui on est limité mais hop, mettent un espoir dans un au-delà, comment on fait? C'est pour ça que là je pense qu'on peut comprendre cette idée d'aridité et de désert de la pensée, sans aucune béquille, alors que j'ai perdu toutes mes illusions, alors que je suis épuisée, fatiguée. C'est pour ça que l'idée d'effort est très importante chez Camus. Comment je fais pour quand même avancer? Et c'est vraiment tout l'enjeu de la philosophie de Camus et de ce questionnement sur l'absurde. Donc, vous l'avez compris, Camus écarte d'emblée toute solution d'ordre métaphysique. Et en ça, d'ailleurs, il peut rejoindre Bergson sur une certaine forme de métaphysique. Et donc, finalement, ce qu'on voit, et lorsqu'on résume, comme je viens de le faire, le refus de béquille de Camus pour se confronter à la vie, malgré le fait que ça n'a pas de sens, il y a, on pourrait vite se dire que c'est désespéré, que c'est sans espoir. Et c'est ce que veut Camus. Il refuse toute forme de pensée, toute forme de vie dans laquelle ou qui serait guidée par une idée d'espoir. Donc il ne va vraiment pas hésiter à utiliser le mot de désespoir. Et il faut avoir une pensée, il disait injuste, vous vous souvenez, enfin, j'ai cité ça. Une pensée injuste, ça veut juste dire une pensée qui ne vous trouvera pas d'excuses, une pensée sans concession, une pensée exigeante, mais à l'extrême. Mais sur cette idée de désespoir, parce que finalement, c'est quand même une philosophie de la vie, on voit bien,
mais de la vie pas complaisante. C'est important de faire une distinction qui va être faite non pas par Camus, mais qui va être faite par André Nicolas, qui va être la distinction entre désespoir et inespoir. Ça me semble important de la transmettre, même de manière très rapide. Parce que Camus dit qu'il est important que pour Camus, l'absence d'espoir, ce n'est pas forcément synonyme de désespoir. Et pourtant, il écrit ceci. Épousant jusqu'à son terme cette logique de l'absurde, je dois reconnaître que cette lutte suppose l'absence totale d'espoir. Entre parenthèses, qui n'a rien à voir avec le désespoir. Ça suppose aussi le refus continuel, entre parenthèses, qu'on ne doit pas confondre avec le renoncement. Refuser, ce n'est pas renoncer. Et il ajoute l'insatisfaction consciente, et entre parenthèses, il ajoute que l'on ne saurait assimiler à l'inquiétude juvénile. Il faut donc qu'il n'y ait pas d'espoir, il y a du refus et il y a de l'insatisfaction. Mais pour lui, ça ne veut pas dire qu'il y a du désespoir, ça ne veut pas dire qu'il y a du renoncement et ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inquiétude juvénile. Donc on voit bien que c'est une philosophie exigeante, c'est une philosophie qui fait des distinctions. Mais alors que veut dire Camus lorsqu'il parle d'absence totale d'espoir qui n'a rien à voir avec le désespoir? Et là, c'est un philosophe qui s'appelle André Nicolas, dans un livre qui s'appelle Albert Camus ou Le vrai Prométhée, qui parle d'inespoir. C'est lui qui parle d'inespoir. Pour qualifier cette inexistence d'espoir et non la négation de l'espoir. Et donc André Nicolas écrit « On désespère lorsque ce qu'on espérait ne se réalise pas. Qui n'espère rien ne peut donc désespérer. » Si bien que lorsque Camus parle de désespoir de l'homme absurde, il faut entendre inespoir. L'inespoir n'est donc pas une déception affective, mais bien le constat de l'absence de réponse du monde face à ce désir de sens. L'homme absurde, alors chez Camus, et si je l'ai déjà dit, je m'en excuse sans l'avoir expliqué, l'homme absurde, donc ce n'est pas l'homme qui serait ridicule ou absurde. L'homme absurde chez Camus, c'est l'homme qui a fait le constat de l'absurde et qui a une prise de conscience de l'absurde, qui a une prise de conscience de tout ce dont on a parlé. Je ne sais pas si c'est le masque qui me fait bégayer. Mais donc l'homme absurde, c'est celui qui a ressenti le sentiment de l'absurde et qui en a pris conscience et qui en a une conscience et une lucidité quotidienne, de tous les instants. C'est très difficile d'être un homme ou une femme absurde réellement et quotidiennement. Mais l'homme absurde, c'est celui qui, c'est très paradoxal, assume ce désir de sens, parce que c'est intrinsèque à notre nature, on veut comprendre, mais qui aussi, en même temps, sait que le monde ne lui répondra pas. Donc c'est celui qui n'espère pas une réponse du monde. Finalement, l'homme absurde, c'est celui qui sait qu'il veut comprendre et qui sait qu'il n'aura pas de réponse. Et qui, à l'intérieur de ce cadre très limité qui est le cadre de l'absurde, doit essayer de trouver une liberté et une révolte, et on va y arriver, je peux vous le dire, il y arrive. Non, parce que déjà on parle du suicide, on parle de choses, autant savoir que ça se finit plutôt bien. Aussi, je ne m'étale pas sur l'idée d'inespoir, mais en tout cas, l'inespoir, c'est donc bien voilà, le constat de l'absence de réponse du monde face à ce désir de sens. Et finalement, cette notion d'inespoir, c'est aussi ce qui va remettre l'homme face à lui-même. Ainsi replacé à sa juste échelle, sans espérer au-delà de lui, au-delà de lui-même, sans espérer dans une métaphysique qui offrirait des réponses au-delà de sa propre capacité de compréhension. Sans aucun espoir, justement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire lorsqu'on est honnête envers soi-même et que l'on suit cette logique de l'absurde. L'homme absurde, donc l'homme qui a fait le constat de l'absurde, sait qu'il pourra trouver une émancipation, une liberté et une création, et en tout cas vivre, pour l'instant on en est là déjà, comment vivre avec ce constat-là, qu'en suivant cette logique jusqu'au bout. Et pour suivre cette logique jusqu'au bout, du coup, il faut refuser tout échappatoire, toute tentation d'espoir, au-delà de ce que l'on peut nous supporter. Donc, il faut être honnête envers soi-même. Il faut se satisfaire, se suffire à soi-même. Et finalement,
on pourrait résumer en disant que l'homme absurde, à la différence de l'homme quotidien, si on voulait faire des distinctions assez archétypales, c'est alors que l'homme quotidien aurait une plus grande tendance au confort et au retour à ses habitudes ou à un sens voilà, réconfortant, rassurant, l'homme absurde serait celui qui aurait une plus grande capacité à ne pas oublier. À ne pas oublier que les choses n'ont pas de sens et à finalement, si on suit le cadre qu'est en train de nous offrir Camus, celui qui serait le plus honnête envers lui-même. Finalement, l'homme absurde, c'est celui qui reste fidèle au sentiment d'absurde, c'est celui qui reste fidèle au ressenti et aux conséquences conceptuelles que cette irruption du sentiment de l'absurde a produit chez lui. Donc l'homme absurde est avant tout un homme honnête et sincère, si on devait le caractériser et lui donner des valeurs morales, même si c'est plus une éthique qu'une morale, mais ce sera peut-être un autre débat. Et donc, cette attitude de l'homme absurde, Camus la veut honnête. L'homme donc ne doit pas céder à toutes ses possibilités d'évasion. Et donc, comme on l'a dit, la philosophie que propose Camus, c'est une philosophie qui se place au niveau de l'homme. Camus refuse d'effectuer un saut en dehors de notre propre capacité limitée à comprendre les choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire un saut vers la croyance. Il ne faut pas faire un saut vers la croyance qui va nous sauver, faire un saut vers le fait de croire qu'il n'y a pas de sens et du coup de se suicider. Que ce soit symbolique, etc. Mais il y a vraiment le refus de faire un saut un saut dans la croyance, qu'on pourrait dire en anglais a leap of faith, faire un acte de foi. Camus se refuse à ça et on se retrouve dans un décor très aride, un décor effondré, le sol n'est plus stable, mais on ne lâche pas et en même temps on n'essaye pas de se sauver au-delà de ce qu'on peut être. Donc cette honnêteté de l'homme, cette sincérité, est la conséquence de la méthode que Camus tâche de maintenir tout au long de son raisonnement, qui se veut, je l'ai déjà dit, logique jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Camus écrit, on peut poser, il le dit au tout début du mythe de Sisyphe, on peut poser en principe que pour un homme qui ne triche pas, ce qu'il croit vrai doit régler son action. La croyance dans l'absurdité de l'existence doit donc commander sa conduite. C'est une curiosité légitime de se demander, clairement et sans faux pathétique, si une conclusion de cet ordre exige que l'on quitte au plus vite une condition incompréhensible. Je parle ici, bien entendu, des hommes disposés à se mettre d'accord avec eux-mêmes. On voit bien cette exigence d'honnêteté envers soi-même et de se poser clairement la question, qu'est-ce qui mène au renoncement? Pour l'instant, Camus, si on suit l'enquête, et le mythe de Sisyphe est construit comme c'est un essai philosophique, mais qui se lit presque comme un roman. Et Camus passe son temps à mettre de côté toutes les tentatives, toutes les tentations de retour du sens. Et donc, c'est pour ça que son enquête est très logique et qu'il analyse en disant non, le suicide, finalement, ça ne redonne pas de sens. Retomber dans les croyances, ça ne redonne pas de sens. Donc, on avance comme ça au fur et à mesure. Et on arrive à cette conclusion, en tout cas pour l'instant, la seule certitude que Camus a et que nous avons à suivre Camus, on pourrait dire le cogito camusien, qui est que, et il le dit clairement, mon raisonnement veut être fidèle à l'évidence qui l'a éveillé, cette évidence, c'est l'absurde. Donc il y a vraiment chez Camus, avec une méthode qui ressemble au doute méthodologique de chez Descartes, en fait, on va analyser au fur et à mesure les arguments et voir encore en quoi ils tiennent ou en quoi ils ne tiennent pas, mais on arrive à cette conclusion, qui est finalement le point de départ, c'est-à-dire que la seule vérité, la seule certitude qu'a Camus, c'est l'absurde. Et tout ce qui va vouloir redonner du sens sera une échappatoire. Maintenant, on voit bien que si on ne peut pas fuir, il va falloir se maintenir dans l'absurde. Mais alors comment, avançons doucement, comment se maintenir dans l'absurde? Comment soutenir l'absurde? Et là, je vais faire parler Camus à ma place. Il écrit « Maintenant, le principal est fait. Je tiens quelques évidences dont je ne peux me détacher. Ce que je sais, ce qui est sûr, ce que je ne peux nier, ce que je ne peux rejeter, voilà ce qui compte. Je peux tout nier de cette partie de moi qui vit de nostalgies incertaines, sauf ce désir d'unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion, ce fameux désir rationnel. Je peux donc tout réfuter dans ce monde qui m'entoure, me heurte ou me transporte, sauf ce chaos,
ce hasard roi et cette divine équivalence qui naît de l'anarchie. Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse, mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est impossible pour le moment de le connaître. Que signifie pour moi signification hors de ma condition? Je ne puis comprendre qu'en termes humains. Ça résume un petit peu ce qu'on a essayé de dire. C'est-à-dire vraiment, c'est une certaine aridité, un refus total de tout ce qui pourrait être, qui pourrait donner un sens en dehors de soi. C'est-à-dire que voilà, Camus fait cette expérience-là. Et il dit, vivre, maintenant qu'on a fait le constat de l'absurde, vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est la révolte. Alors, arrivons directement dans cette question de révolte. Que veut dire Camus lorsqu'il parle de révolte? On vient de dire qu'il demande à l'homme absurde, quand on suit cette enquête, de se maintenir, de pas croire là où il ne faudrait pas croire, pas en dehors de lui, ne pas baisser les bras. Or, on aurait tendance à croire que la révolte, c'est une adhésion à des idéaux ou des principes, et donc on pourrait retomber dans la croyance. Sauf que finalement, la révolte chez Camus, c'est pas embrasser une croyance qui nous dépasserait. Non, la révolte chez Camus, c'est une exigence de résistance. Finalement, si l'absurde devient le cadre, ou le nouveau cadre, ou alors il a toujours été, puis on ne l'avait pas bien vu, mais le cadre de mon existence, le cadre de ma vie maintenant consciente, il va bien falloir que je puisse trouver quelque chose sur lequel vivre. Et bien, l'absurde contient en lui-même les possibilités de le dépasser. Et finalement, la révolte, pour Camus, ce n'est pas plus... Vous allez voir, c'est un petit départ, mais qui va permettre d'avoir une vie puissante. Cette révolte, c'est avant tout une exigence de résistance. Camus dit explicitement, la révolte est cette présence constante de l'homme à lui-même. Elle n'est pas aspiration, elle est sans espoir, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Cette révolte n'est que l'assurance d'un destin écrasant, et la suite est très importante, moins la résignation qui devrait l'accompagner. La révolte, c'est vivre malgré le constat de l'absurde. La révolte, c'est se lever le matin, même si on sait que ça n'a pas de sens. La révolte, c'est rire, même si on sait, et surtout d'ailleurs si ça n'a pas de sens. Vivre, quand on a fait le constat de l'absurde, c'est la révolte. Et la réponse à ce que Camus... On comprend mieux maintenant pourquoi il y a le cycle de l'absurde qui précède le cycle de la révolte chez Camus. Le simple fait de vivre, le simple fait de ne pas se résigner, là se trouve le sel même de la révolte chez Camus. Finalement, est révolté l'homme qui ne se soumet pas, l'homme qui ne se résigne pas. Ça veut dire... C'est pas au sens stoïcien où si ça dépend pas de moi, je tiendrai bon. Non, c'est plus au sens presque physique du terme, c'est-à-dire le révolté, en parlant là de l'absurde, c'est l'homme qui se tient debout face à l'absurde, qui ne ferme pas les yeux face à l'absurde et qui reste debout. Et comme on pourrait avoir en physique la résistance du sol, malgré la gravité qui s'exerce sur moi. Et finalement, la gravité pourrait être le constat de l'absurde, la réalité du monde, mais il y a cette résistance. Et l'homme qui se tient debout, c'est l'homme révolté. Et donc on n'a pas une révolte qui va tout fracasser, non, juste être là, vivre, est la révolte face à l'absurde. Et Camus dira, conscience et révolte, ces refus sont le contraire du renoncement. Je suis conscient, je me révolte, donc je vis. Et ben, c'est la preuve du non-renoncement face à l'absurde. Aussi, la révolte apporte la première réponse positive de la question de l'absurde. Ça fait du bien, on arrive à quelque chose un peu de positif. C'est la première conséquence, comme le nomme Camus, de cette logique de l'absurde. Mais c'est encore mieux. Il y a une deuxième conséquence positive à l'absurde qui concerne la liberté. Avec l'émergence de l'absurde, comme on l'a vu, et on a pris un petit peu de temps pour bien en parler, toutes les illusions, toutes les fictions de l'homme quotidien se sont envolées, avec elles toutes les bases sur lesquelles reposait notre conception de la liberté.
Et Camus va dire, l'homme absurde comprend, alors l'homme absurde, je redis, celui qui a pris conscience de l'absurde et qui vit avec et qui y fait face, l'homme absurde comprend que jusqu'ici, il était lié à ce postulat de liberté sur l'illusion de quoi il vivait. Dans un certain sens, cela l'entravait. Dans la mesure où il imaginait un but à sa vie, il se conformait aux exigences d'un but à atteindre et devenait esclave de sa liberté. Ainsi, l'homme absurde comprend qu'il n'était pas réellement libre. Le bon côté des choses, quand tout s'effondre, c'est que même les choses pas bien s'effondrent aussi. C'est-à-dire que la façon que l'on avait de concevoir la liberté, comme on pourrait faire un raccourci en disant que avant de faire le constat de l'absurde, avant de devenir un homme absurde, lorsqu'on n'est encore qu'un homme quotidien, on croit être libre quand on a le choix. Quand on a le choix, comme dit Camus, on se fixe un but et on y va. Voilà. Et je peux choisir quel but, et je suis libre de choisir le but que je veux. Et Camus dit, bah non, une fois qu'on a fait le constat de l'absurde, cette conception de la liberté s'effondre, mais ça a quelque chose de positif. Alors, en quoi est-ce que ça peut être positif? Peut-être qu'on pourrait imaginer que, avant le constat de l'absurde, la liberté finalement se résumait à un simple entre guillemets, libre arbitre. C'est-à-dire, je peux choisir entre ce que le monde me propose, en tout cas ce que je crois que le monde me propose, parce qu'à ce moment-là, je crois encore que le monde me propose des choses. Et alors qu'après, peut-être, je pourrais être libre de faire vraiment ce que je veux. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien, je crois que je l'ai déjà dit à une autre présentation, mais vous avez envie de manger un éclair au café. Vous allez dans une boulangerie, vous êtes dans un pays libre, vous avez le droit d'aller dans une boulangerie. Vous y allez pour avoir un éclair au café. Ah, il n'y a pas d'éclair au café. Vous avez une religieuse au chocolat, une tarte au citron, une tarte aux fraises. Vous avez tout ce que vous voulez. Mais pas d'éclair au café. Évidemment, vous êtes libre de choisir le gâteau qui vous fera plaisir et vous êtes libre de le manger et vous allez réajuster votre désir en fonction de ce qu'on vous propose. Vous allez sortir, vous allez être ravi, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'autre et ça va être super. Bon, c'est qu'un gâteau, mais pourquoi pas. Et vous avez le sentiment d'être libre. Mais vous n'avez usé que d'un libre arbitre. Alors je parle pas, j'ai fait exprès de ne pas prendre un exemple moral, hein, mais alors que la liberté pleine, entière, serait de j'ai envie de manger un éclair au café, même ce serait j'ai envie de manger quelque chose que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis capable de le manger, je suis capable de le faire, je suis capable de le créer, je suis capable de le penser, de le ressentir, et j'ai ce que je veux, que j'ai imaginé, conçu, créé, et dont je profite. On voit bien qu'il y a une différence. Eh bien peut-être que, j'espère que Camus me pardonnera de faire une métaphore pâtissière, mais la liberté avant le constat de l'absurde est limitée à une conception, pour revenir à Bergson finalement, de mots qui existent déjà, de sens construits ensemble dans une société particulière, etc. Or, tout s'effondre, mais du coup la conception de la liberté s'effondre elle également. Et donc, ce qui s'offre à l'homme absurde, ça va être une liberté pleine et entière. Évidemment, comme Sartre le dira, c'est aussi une liberté pleine de responsabilité. Rien, il n'y a aucune possibilité de fuir face aux actes après que l'on pourra faire. Mais bizarrement, paradoxalement, en refusant tout échappatoire, ce que fait Camus, en se maintenant face à l'absurde, en acceptant l'abandon des illusions et des fictions, en n'ayant plus rien d'autre que cette certitude de l'absurde qui fait s'effondrer tous nos anciens repères, l'homme absurde acquiert une liberté rare, une liberté où l'action elle-même est libre, et non plus le choix entre des buts qu'on va se fixer. On est libre totalement. Cette liberté est une liberté pleine, et non l'expression bien sûr d'un libre arbitre. Camus utilisera cette expression et dira que la liberté de l'homme absurde, c'est la liberté du condamné à mort. C'est très paradoxal. Condamné à mort, ça veut juste dire que c'est la liberté de l'homme qui sait qu'il va mourir, et qu'il sait qu'il n'y a pas de sens. Et qui sait qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, s'il n'écoute pas les appels d'une métaphysique pleine d'espoir, eh ben, son temps est compté. Et donc c'est une liberté un peu d'urgence, mais c'est une liberté de la construction et de la création. Et une liberté qui se réalise dans une action de l'ici et du maintenant, et qui suppose une application totale de l'homme
celui qui prend conscience de l'absurde est aussi, et ça arrive dans la vie de tous les jours, et bon nombre de personnes, enfin, tout le monde l'expérimente, un décès survient, une absurdité, la vie, une mort, voilà, la mort est quand même un exemple assez courant, et d'un seul coup, on va se dire, mais c'est maintenant, il faut vivre maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et on parle là on parle d'une banalité, voilà, plate et générale, et en même temps, c'est de cette liberté-là, on peut le ressentir lorsqu'on a ces espèces de regain de vie, une sorte de puissance de vie, et souvent qui arrive dans les moments les plus désespérés. On appelle un peu l'énergie du désespoir. Aussi, si l'absurde était annoncé par Camus comme un point de départ à son essai, c'est ce qu'il dit au début, il dit que c'est pas une philosophie de l'absurde qui aboutit à l'absurde, on l'a bien vu, est le point de départ de sa réflexion. On comprend bien ici l'importance de cette précision, car loin de présenter une philosophie pessimiste qui aboutirait au non-sens, c'est bien cette même irruption de l'absurde qui, prise comme fondement du raisonnement absurde, et donc comme cadre de vie, amène l'homme à éviter le suicide et à résister à toute forme d'échappatoire, et le conduit aussi sur le chemin d'une nouvelle liberté qui le déleste des illusions passées. C'est ainsi que Camus écrit « Je tire ainsi de l'absurde 3 conséquences qui sont ma révolte, ma liberté et ma passion. » Et il ajoute « Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort. Je refuse le suicide. » En suivant sa logique jusqu'au bout, Camus réussit à mettre de côté tout ce qui pourrait être une sorte de perte de temps à une vie intense. Et on va le voir d'ailleurs dans les exemples qu'il prend après pour parler après, ou illustrer ce que qui pourrait être l'homme absurde. Et cette passion dont parle Camus est dorénavant, comment dire, le thème, le ton sous lequel l'homme absurde va vivre et va mener sa vie. Et Camus conclut ainsi l'exposé théorique de l'absurde. Alors c'est-à-dire tout le mythe de Sisyphe est composé de 4 chapitres théoriques, ce dont là je vous ai parlé, et après de 5 ou 6 petits chapitres où il va prendre des exemples très concrets de qui pourrait incarner cet homme absurde. Et il conclut cette partie théorique, donc on en est là, et il dit « Maintenant, il s'agit de vivre ». Donc on voit bien que du constat de l'absurde qui pouvait nous mener au désespoir, voire au suicide, on arrive à une nécessité de vie exigeante, mais avec une liberté complète, pleine, de révolte et de vie. J'aimerais terminer très rapidement en montrant peut-être rapidement un archétype qui est le mythe de Sisyphe en lui-même, pourquoi Camus utilise ce mythe-là, mais je vais faire ça très rapidement, et aussi aborder encore plus rapidement 3 exemples pour illustrer concrètement, de manière même contemporaine, rapidement, ce que pourrait être l'homme absurde aujourd'hui, mais de manière concrète. Je ne vais pas regarder mes notes pour aller plus vite. Le mythe de Sisyphe, c'est le titre du coup du livre. Camus le prend et c'est le dernier chapitre. Donc à la fois il clôt et il illustre tout le livre. Camus prend le mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe est condamné aux enfers et il doit pousser ce rocher sur la montagne, et à chaque fois le rocher retombe et il doit refaire ça de manière indéfinie. Ce qui est intéressant dans la description, on comprend bien voilà, en quoi ça illustre le fait que la vie n'a pas de sens, faire des actions qui n'ont pas de sens. Et pourtant, Camus va terminer ce chapitre en disant « il faut imaginer Sisyphe heureux ». La manière avec laquelle on peut imaginer Sisyphe heureux, je vais très vite, on pourra poser des questions après, réside pour moi sur 2 choses. La première, c'est que Camus va passer beaucoup de temps à décrire physiquement la montée du caillou contre la joue, je vous invite à lire le paragraphe, contre la joue de Sisyphe, et cette description va permettre de voir à quel point cette tâche n'est pas si répétitive, dans le sens où c'est pas une montée, une descente, une montée, une descente, mais que tout est continu, que tout est dans la durée. Et là, on pourrait faire un parallèle avec Bergson en se rendant compte que finalement, une action qui est une continuité perd énormément son aspect répétitif. Et il suffit de le vivre d'un seul trait
pour déjà effacer un peu sa répétition. Et on voit bien que Sisyphe la vit comme ça. C'est-à-dire que pour lui, il recale le caillou, il pousse, etc. On pourrait voir ça. Et l'autre point important, c'est que pour Camus, le moment le plus important, c'est le moment où la pierre redévale, dévale à l'envers, là, du coup la pente redescend en bas, et c'est le moment où Sisyphe regarde au loin, regarde la pierre, et se rend compte finalement que tout le travail qu'il fait est un travail purement humain, qui ne va pas au-delà de ses capacités, qui ne va pas au-delà de ce qu'il peut faire. Et Camus, à ces mots-là, il dit, il voit tout le travail accompli et le fait que les actions qui ont été faites par lui et créées par lui. Donc il y a aussi ce rapport de la limitation à ce que l'on peut faire. Et donc Camus conclut en disant, il faut imaginer Sisyphe heureux. Évidemment, ce n'est pas l'exemple concret le plus convaincant, mais c'est en tout cas l'archétype qui permet de montrer comment une figure qui est pourtant condamnée peut trouver une certaine forme de liberté, de révolte, ne serait-ce que dans le fait de le faire, et de trouver une certaine satisfaction. On ne va pas faire de la psychologie pour Sisyphe, je ne suis pas sûre que Sisyphe soit complètement, réellement heureux, mais on voit bien en tout cas l'enjeu de terminer l'ouvrage sur cette phrase-là, sous forme un peu de provocation. Tout réside dans l'émancipation. Alors on a terminé sur la liberté en parlant de la révolte et de la liberté. Je pense qu'il y a un autre concept qui permet de comprendre comment on peut vivre malgré le constat de l'absurde, c'est la notion de jeu, mais la notion particulière. Vous savez, comme quand dans un mécanisme on pourrait dire il y a du jeu. Vous savez, un mécanisme, une montre, ou je ne sais pas, une horloge, et on va se rendre compte dans ce mécanisme extrêmement bien et fortement imbriqué, si on le secoue, on sent qu'il y a du jeu. Je trouve ça très intéressant, cette expression. Parce qu'il y a du jeu signifie il y a de l'espace à l'intérieur de la contrainte. Il y a une possibilité de création à l'intérieur de la contrainte. Et même, peut-être, on pourrait se permettre de dire, plus il y a contrainte, plus c'est stimulant d'y trouver la faille, ou en tout cas la liberté. Le cadre que nous propose Camus est quand même d'une aridité et d'une contrainte grande, être conscient, lucide de l'absurde. Or, je pense que la notion de jeu est fortement liée à la possibilité d'une émancipation et d'une liberté, et d'une liberté créatrice à l'intérieur de l'absurde. Finalement, s'il n'y a pas de sens, si les concepts autour de nous n'ont pas de sens, et si on le sait, bien sûr, on n'est pas... on vit en société, comme dirait Bergson. Heureusement, on utilise avec conscience, plus ou moins, des concepts, même si on sait qu'ils ne révèlent pas une réalité de fait, quand on dit « il n'y a rien » ou « c'est le désordre ». Mais en être conscient, devenir un homme absurde dans un monde contemporain, dans le monde quotidien, c'est aussi se donner les moyens de jouer. C'est savoir que quand on utilise des concepts, on n'est pas dupe. C'est ne jamais être dupe de la supercherie, l'utiliser à bon escient pour pouvoir vivre ensemble, mais aussi de pouvoir en jouer. La prise de conscience de l'absurde permet le jeu et permet la création dans le jeu. Et c'est pour ça notamment, il me reste 3 minutes, je vais y arriver. Camus, évidemment, je vous l'ai dit et vous le savez très bien, est dramaturge et avait une passion pour le théâtre et évidemment pour le jeu. Et Camus va dire que le comédien est par nature l'homme absurde. Alors il n'est pas en train de dire que tous les comédiens ont une prise de conscience de l'absurde, mais de manière encore une fois archétypale ou symbolique. Le comédien est absurde dans le sens où il a un destin absurde. Il va dire que le comédien vit dans le périssable. On voit bien, un comédien monte sur scène, il sort de scène et c'est fini. Et Camus va aller, je développe pas, je suis désolée, mais Camus va aller un peu plus loin et il va dire que comme pour Sisyphe, où tout le travail, l'émancipation dans cette condamnation passait par le corps, le comédien aussi va trouver, comment dire, c'est pas une compensation, mais c'est encore une fois un jeu dans le mécanisme, une autre façon de comprendre le monde qui va passer par le corps et non pas que par la raison. On voit bien, on l'a dit depuis le début, l'absurde c'est la confrontation de mon désir rationnel de compréhension face au silence du monde. Mais ce n'est pas forcément un désir de compréhension charnelle ou sensorielle. Ça, on ne sait pas encore. Donc, c'est certainement les pistes qui vont être développées, en tout cas qui sont déjà développées par Camus. Et Camus va dire, par un miracle absurde,
C'est le corps qui apporte encore la connaissance. Il dit « Je ne comprendrai jamais bien Iago », donc Iago chez Shakespeare, « que si je le jouais. J'ai beau l'entendre, je ne le saisis qu'au moment où je le vois. » Et il ajoute que le comédien est à cet endroit où le corps et l'esprit se rejoignent et se serrent, où le second, lassé de ses échecs, se retourne vers son plus fidèle allié. Je pense qu'il existe chez Camus, avec cet exemple du comédien, une ouverture, une fissure dans ce carcan de l'absurde qui ouvre une piste en tout cas vers le corps. Et c'est pour ça que, sans pause, je termine sur, je pense, après évidemment je suis danseuse, alors évidemment ce n'est pas du tout anodin, mais si Camus se permet de dire que le comédien est un homme absurde, notamment en disant qu'il fait appel au corps, je pense profondément, et je pense qu'il ne m'en voudrait pas, de lui faire dire, en tout cas de dire que le danseur est certainement l'homme absurde par excellence. Ne serait-ce que parce qu'il utilise son corps presque plus que le comédien, et en tout cas il l'utilise plus dans le sens où il met de côté la parole et il développe un langage corporel. Donc on pourrait très bien imaginer que le danseur serait l'homme absurde qui communique, l'homme absurde qui vit malgré justement l'absurdité du monde qui l'entoure. Et j'irai plus loin en disant qu'une des raisons pour lesquelles moi je crois que le danseur peut être l'homme absurde avec un grand H, c'est que il est celui qui de l'absurdité et de la construction et de l'arbitraire des concepts et des normes, celui qui en use le plus. Et j'aime beaucoup, et là j'ai pas le temps et on n'a pas le matériel pour, montrer un sketch des Monty Python qui s'appelle The Ministry of the Silly Walk, où vous voyez le ministère des marges absurdes. Je vous invite à regarder ça. J'ai mon ordinateur, celui-là après, on pourra regarder. Où on voit un ministre, qui est le ministre des marges absurdes, qui évidemment marche de manière absurde, recevoir quelqu'un qui vient demander des subventions pour développer sa propre marche absurde, et qui a une marche absurde très faible, qui est très faiblement absurde. Il n'y a que la jambe gauche qui est vaguement absurde. Et donc le ministre, tout en marchant et en faisant les gestes les plus absurdes, qui honnêtement sont juste vous mettez du Merce Cunningham avec un ministre et ça donne exactement la même chose, qui lui explique que les subventions vont d'abord à la défense, etc. Et que bon, voilà, etc. Et ce décalage entre la capacité d'utiliser son corps au-delà de la norme et le fait d'ouvrir au carcan voilà, de la norme corporelle, parce qu'on parle de ça, montre bien la liberté que l'on peut avoir. Et si en général, j'aime bien montrer ce sketch, parce qu'il fait écho à ce que dit Paul Valéry dans La philosophie de la danse. C'est un très très court livre, très intéressant. Paul Valéry écrit « L'homme s'est aperçu qu'il possédait plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires et musculaires qu'il en avait besoin pour satisfaire aux nécessités de son existence. Il a découvert que certains de ses mouvements lui procuraient par fréquence, leur succession ou leur amplitude, un plaisir qui allait jusqu'à une sorte d'ivresse. Et si intense parfois qu'un épuisement total de ses forces, une sorte d'extase d'épuisement, pouvait seul interrompre son délire, sa dépense motrice exaspérée. » Bon, ça pourrait décrire un peu les transes, voilà, vous savez, ou les derviches tourneurs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense, pour revenir à ce qu'on disait, qu'il y a des codes, des normes, des usages qui font que corporellement on se tient d'une certaine manière, et le danseur est quand même celui qui, par son activité, par son art, par son expression, montre de manière très simple la capacité que l'homme a au-delà de ce qu'il pense être la norme. C'est-à-dire que de l'artificiel et de l'arbitraire des codes, le danseur est celui qui incarne vraiment la possibilité d'aller au-delà de ce qu'on utilise tous les jours. Et je trouve que c'est un bon contrepoint à cette idée d'effondrement conceptuel, surtout avec cette ouverture vers le corps qui prendrait le relais. Et donc, juste pour conclure, pour faire une sorte de boucle avec ce qu'on a pu dire depuis le début, donc qu'il s'agisse de Sisyphe, de Don Juan, du comédien, alors je n'ai pas parlé de Don Juan, j'étais rapide là-dessus, ou du danseur, l'homme absurde est avant tout un homme dont la conscience de l'absurde l'amène à une liberté totale, à la légèreté d'un rire qui s'envole au-dessus du drame absurde de notre condition. Et on le voit notamment avec cette capacité de liberté créatrice.
La prise de conscience de l'absurde, bien plus finalement qu'une condamnation, comme on le voit avec Sisyphe, fait renaître en nous, donc par le biais du corps, et de la sensation peut-être, donc qu'il s'agisse de celle du rocher contre l'épaule du Sisyphe, ou celle du contact de la peau de l'être aimé passionnément, si vous voulez, on pourra parler de Don Juan après, mais, ou celle de l'incarnation d'un personnage, ou encore celle du langage du corps pour le danseur. Ce sentiment de l'absurde fait renaître en nous un sentiment oublié. On voit bien qu'il y a cette idée d'oubli dans la question de l'absurde. Et ce sentiment oublié, c'est celui de notre état premier au monde, qui est un état brut et un état absurde, un simple être là, dans notre finitude, à une place intermédiaire entre deux infinis, entre le refus de la mort et le refus de l'aspiration à une vie après. Et donc la danse, parce que je conclus là-dessus notamment, mais aussi le jeu et le rire, rappelle à l'homme qu'il a perdu l'assiette ferme sur laquelle il croyait s'être construit, rappelle à l'homme que le sol n'est pas si stable que ça et que le déséquilibre fait bien partie de la vie. Et finalement, tel Charlie Chaplin dans les temps modernes, vous voyez peut-être cette image poussant le levier d'un rouage qui le dépasse, le sourire aux lèvres et la jambe en arabesque, l'homme absurde, est bien l'homme qui penche, mais aussi celui qui rit. Je vous remercie.